Bonjour, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Nous vous remercions de participer à cet événement qui est organisé par le Forum de l'Université d'Ottawa sur le droit et la gouvernance de l'eau. Alors, ce forum a pour mission de favoriser le dialogue et de faciliter la mobilisation ainsi que la dissémination de la connaissance sur les enjeux importants liés à l'eau. Avant de commencer, je tiens à reconnaître que l'Université d'Ottawa est située sur le territoire non cédé du peuple algonquin, qui sont les gardiens de cette terre et du bassin versant de la rivière Mississippi depuis des temps immémoriaux. Je passe maintenant la parole sans plus attendre à ma collègue Lorraine Touchant, qui est professeure à la Vancouver Island University et qui est collaboratrice au sein du forum et qui va donc modérer la session d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, good morning. So my name is Lorraine Touchant. I'm a postdoctoral fellow here with the University of Ottawa Forum on Water Law and Governance and professor at Vancouver Island University. I will be moderating this conversation today, and we're very pleased to welcome our guests. So this webinar is the third of a series of webinars addressing emerging and pressing issues in freshwater governance in Canada. In March 22, we focused on the creation of the Canada Water Agency. In October, we explored multi-level governance issues and challenges in the protection and the management of freshwater in Canada. And today, we're particularly interested in the role of community-based organizations and AGOs who play a very important role in the protection and the management of freshwater in Canada, and we'll just focus on the Ottawa River. So unfortunately, as we all know, resources of community-based organizations are often limited, but you're going to hear today that the role they pursue every day is quite important and little discussed. Donc aujourd'hui, nous entendrons les expériences de 4 acteurs locaux: Janie Larivière de la table de la concertation d'Outaouais, Jean-Ken Neptune de Eastern Ontario Sustainability, Laura Rainsborough des Ottawa River Keepers et Dominique Bien-Aimé qui a travaillé au Credo mais qui travaille aujourd'hui avec la Croix-Rouge. Chaque panéliste aura 15 minutes et nous finirons l'événement avec une période de questions. Je vous invite de les poster dans la section Q&A de ce webinaire. You are welcome to ask your question in both official languages, and I should highlight that this event is recorded. At the bottom of the screen, you're going to see a globe. I just want to say that you can click on this globe if you would like to receive simultaneous translation of the intervention today. Donc, je suis ravie de démarrer cette table ronde avec notre première panéliste, Janie Larivière, qui est la coordinatrice de la table de concertation de la rivière des Outaouais. Elle est diplômée d'un baccalauréat en biologie et détient une maîtrise en sciences de l'environnement de l'UQAM. Elle détient également un certificat en management de l'Université Laval. En 2003, elle a été employée pour mettre sur pied l'organisme de bassin versant de la rivière du Lièvre, Cobali, et elle a occupé par la suite le poste de directrice générale pendant près de 19 ans. Depuis mars 2022, elle est la coordonnatrice de la toute nouvelle table de concertation de la rivière des Outaouais, et sans plus attendre, je laisse la place à Janie Larivière. Merci beaucoup, Lauren. Bonjour à tous. Donc, j'ai le bonheur de commencer la première présentation. On m'a demandé de présenter un peu cette nouvelle table de concertation, aussi de parler des défis et des enjeux là, à laquelle on doit faire face. La table, elle est toute nouvelle, là, comme on a mentionné, donc elle a été constituée le 21 avril dernier. On n'a pas une longue expérience, donc je vais aussi faire des parallèles avec ma vie, mon ancien emploi là, au sein d'un organisme de bassin versant qui va sûrement pouvoir bonifier ma présentation. Donc, ce qui est la table de concertation de la rivière des Outaouais, en fait, c'est un projet qui a débuté en 2020. C'est le ministère de l'Environnement du Québec qui a mandaté le regroupement des organismes de bassin versant du Québec pour mettre en place une structure de gouvernance visant à mettre en œuvre la gestion intégrée de l'eau à l'échelle du tronçon fluvial québécois de la rivière des Outaouais. Donc, c'est de là que débute la table. Si je peux
peut-être vous faire un petit historique aussi de la gestion de l'eau au Québec, parce qu'il y a comme des étapes qui ont été franchies. Donc, le tout a débuté là, au Québec. Le gouvernement, en 2002, a mis en place la politique nationale de l'eau, qui est venu mentionner que l'eau est un bien collectif au Québec et qui voulait instaurer une gestion intégrée de l'eau par bassin versant. En 2002, il y a 33 bassins versants qui ont été sélectionnés au Québec, des grandes rivières d'importance avec des problématiques particulières. Pour ces 33 bassins versants-là, le gouvernement du Québec a offert une aide financière à des acteurs locaux pour mettre en place des comités pour développer la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Donc, il y a eu 33 organismes de bassins versants qui ont été mis en place, dont la rivière du Lièvre où j'ai débuté. Donc, j'ai participé à la mise en place de cet organisme-là avec bonheur. Mais on a eu des défis, on a rencontré pas des échecs, mais des apprentissages à laquelle maintenant qui me sert là, pour la nouvelle table de concertation de la rivière des Outaouais. Donc, devant le constat que quand même, globalement, la mise en place de ces 33 organismes de bassin versant-là a eu un succès. Donc, en 2009, le gouvernement du Québec a adopté la loi confirmant le caractère collectif de l'eau et a étendu son expérience des organismes de bassin versant à l'échelle du Québec méridional. Donc, il a mis en place 40 zones de gestion intégrée de l'eau qui est chapeauté par des organismes de bassin versant. Les organismes sont même identifiés dans la loi affirmant le caractère de l'eau. Donc maintenant, le Québec est quasiment couvert. Il n'y a pas le nord du Québec, mais tous les cours d'eau qui se déversent soit dans le fleuve Saint-Laurent ou dans la rivière des Outaouais sont pris en charge au niveau de leur gestion par un organisme de bassin versant. Également, en 2009, dans cette même loi-là, il y a eu le plan de gestion du fleuve Saint-Laurent. Donc, même chose pour le fleuve Saint-Laurent. Il a été divisé en 12 zones pour son tronçon fluvial. Donc, il y a des tables de concertation régionales qui ont été mises en place pour le fleuve Saint-Laurent, vraiment le tronçon fluvial, chapeauté par des organismes. Les tables de concertation ne sont pas des organismes, ils sont appuyés par un mandataire. Donc, actuellement, à l'heure où on se parle, sur les 12 zones, il y a 6 organismes qui se sont mis en... 6 tables, pas organismes, 6 tables qui se sont mis en place, qui existent actuellement. Et la petite rivière des Outaouais, qui est quand même un tributaire super important pour le fleuve Saint-Laurent, puis qui représente un cours d'eau important aussi. Donc, a pris forme, est venu s'intégrer dans cette mode de gestion-là développée au Québec là, à travers la stratégie québécoise de l'eau qui a été mise en place en 2018 avec un plan d'action 2018-2030. Et une des orientations dans le plan stratégique de l'eau, c'est de bonifier la gestion intégrée de l'eau au Québec. Donc, ça a été une porte qui a été utilisée par le ministère de l'Environnement pour étendre la gestion intégrée de l'eau à l'échelle de la rivière des Outaouais, ce qui a mené en place là, de 2020 à 2022 un projet pour bâtir cette structure de gouvernance-là qui maintenant elle est là depuis le 21 avril. La table de concertation de la rivière des Outaouais existe. C'est une table avec différents sièges. La représentativité est très importante au niveau de la gestion intégrée de l'eau. C'est même une exigence du gouvernement du Québec. Donc, on a 4 secteurs importants. On a le secteur municipal, le secteur économique, le secteur communautaire et le secteur autochtone. Donc, c'est d'aller chercher des représentants dans ces différents secteurs-là puis de
les emmener dans un lieu, une table de concertation et de voir avec eux quelles sont les problématiques relevées au niveau de la rivière des Outaouais, comment on peut travailler ensemble. C'est aussi un lieu de réseautage pour que l'amont de la rivière parle à l'aval de la rivière. Donc, c'est important aussi si on veut agir concrètement, efficacement. Il faut créer des liens, créer des relations. Il y a des acteurs aussi qui font beaucoup de choses sur le terrain. Là. Je vois Laura de Garde-Rivière des Outaouais qui est un acteur important, qui font énormément de projets. Donc, on va développer des liens éventuellement, puis même qui siègent. On a une représentante qui siègent à la table. Donc, ça va être de rassembler tous ces acteurs-là, de créer une mobilisation pour emmener une concertation, un plan d'action. Comme j'ai dit, par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que la table n'est pas un organisme, donc on ne sera pas promoteur de projet, mais on va jouer un rôle de facilitateur, d'accompagnateur, de mobilisateur. Donc, c'est de rassembler les gens pour le passage à l'action. Au début, je vous ai parlé un peu des défis que j'entrevois ou que j'ai vécu au sein de mon emploi antérieur, c'est le passage à l'action. C'est un défi, hein, les gens sont tous pour la vertu, donc oui, on trouve que c'est important de travailler pour la protection de l'environnement, pour la protection de l'eau. Ça, j'imagine, on est tous d'accord avec ça, mais de là à passer à l'action à une échelle quand même globale. Hein. On est au-delà des limites municipales, des limites administratives. Il faut avoir une vision globale du territoire et le passage à l'action, souvent, il faut que ça concorde avec du financement. Il faut que ça concorde avec la disponibilité de la ressource humaine. Donc, il faut avoir une recette, il faut avoir tous les ingrédients pour réussir à passer à l'action. Et ça, j'ai vu dans mon expérience antérieure qu'on peut avoir des super beaux projets, on peut avoir plein d'idées, mais de faire ce transfert-là vers l'action, s'il nous manque des éléments, c'est contraignant, c'est difficile. Donc, on va essayer, je vais essayer dans le cadre de mon travail là, de mettre les éléments en place pour que les acteurs puissent passer à l'action, parce que c'est ça qu'on veut. Le ministère aussi, c'est ce qu'on veut éventuellement à une échelle de moyen-long terme. On veut améliorer la qualité de l'eau, on veut avoir un aménagement du territoire qui soit cohérent avec la gestion de l'eau. Donc, c'est les buts qui sont visés là, à travers notre travail. La table, on va avancer étape par étape. Il y a déjà des problématiques prioritaires qui ont été déterminées au niveau de la rivière des Outaouais, donc qualité de l'eau, les inondations aussi, là, qui est quelque chose d'important, destruction des milieux humides et destruction des habitats fauniques et floristiques. C'est nos 4 enjeux sur lesquels on va travailler les prochaines années. On va bâtir un plan d'action, on va aller cogner à des portes, on va essayer d'aller chercher une mobilisation, aller voir des acteurs, puis de travailler ensemble pour réussir à mettre des actions en place et de voir à travailler pour conserver notre ressource si précieuse. Je vais juste jeter un coup d'œil à mes petites notes, être sûre que je n'ai rien oublié. Aussi, oui, un autre apprentissage, un autre défi que j'ai appris à travers mes expériences antérieures, je pense que c'est le message. Le message qu'on communique aux acteurs est super important pour susciter cette mobilisation-là. On ne s'adresse pas de la même façon qu'on soit auprès d'un acteur municipal ou d'un agriculteur. Hein. Un agriculteur, il faut avoir une approche, là, parler dans son langage, connaître un peu ses réalités aussi. Hein, auprès d'un acteur, on va lui parler de conservation du sol, on va lui parler au niveau de l'érosion, on va lui dire ce qui est important pour lui, c'est de conserver la santé de ses sols. Donc, il faut s'adapter au langage. La même chose au niveau d'un élu municipal ou d'un acteur économique. On
le message doit être adapté aux acteurs avec qui on doit s'adresser. Fait que ça, je pense que dans mon petit sac à dos d'expérience, c'est quelque chose là, que je trouve important. Puis si on veut réussir, bien, le message est important de bien définir là où on veut s'en aller, puis de bien l'expliquer dans des mots que les gens peuvent comprendre facilement. J'ai fait un peu le tour. Je ne sais pas, Lauren, s'il y avait autre chose que tu souhaitais que j'ajoute. Non, merci infiniment. Puis, puisqu'il nous reste 15 minutes, il y a déjà des premières questions qui ont été posées. Donc, ce qu'on peut faire, c'est répondre à la première. Le bassin versant de la rivière des Outaouais traverse la frontière Québec-Ontario. Avez-vous des difficultés à assurer la coordination entre les deux juridictions et existe-t-il des structures solides en place pour partager les résultats? Puis, cette question sera aussi applicable à nos prochains intervenants. Donc, Janie, je vais te laisser répondre à cette question-ci. Oui. Au niveau de la table, comme elle est récemment mise sur place, là, on n'a pas eu de contact encore avec l'Ontario. Par contre, le gouvernement du Québec est ouvert à ce qu'on en ait parce qu'effectivement, si on veut gérer l'eau de façon intégrée, il faut intégrer tout le monde, hein, le mot le dit. Donc, il va être important de créer des liens avec l'Ontario. Là, ça fait 2 mois qu'on est en place. Fait que pour nous, c'est un peu tôt là, pour dire là, qu'on a développé ces liens-là. Par contre, c'est dans notre plan de match éventuellement oui, effectivement, de développer des liens puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec chacun nos responsabilités parce que du côté de la gestion de l'eau, du côté de l'Ontario, n'est pas la même sur les mêmes bases que du côté du Québec, mais il y a des choses à faire, ça c'est certain. Mais c'est ça. Pour nous, c'est un peu trop tôt là, pour dire que les liens ont été créés, mais c'est dans nos objectifs. Parfait, merci infiniment, Janie. On reviendra plus tard avec des questions, mais on va passer à notre prochain intervenant. Alors, nous venons d'explorer le côté du Québec et on va maintenant passer au côté ontarien avec notre prochain intervenant, Jean-Kid Neptune, qui représente aujourd'hui l'organisme Eastern Ontario Sustainability. Monsieur Neptune est directeur adjoint du Eastern Ontario Sustainability. Il a été directeur général du Canada Éco-Action, directeur général de l'ACA FAMV. Il est d'origine d'Haïti, où il a passé 15 ans à travailler dans le secteur du développement durable, plus particulièrement sur les questions telles que les changements climatiques, le reboisement et l'aménagement des bassins versants. Il estime aujourd'hui que les problèmes environnementaux doivent être abordés de façon globale avec une approche participative incluant toutes les communautés. Et je suis certaine que c'est l'angle que vous allez prendre dans votre présentation. Donc, je sais que vous avez une présentation PowerPoint à partager. Je vais donc vous donner accès et puis vous avez 15 minutes. Merci infiniment. OK, merci Lorraine et je salue tout le monde. Là, je vais passer à ma présentation. Donc, je suis Jean-Kid Neptune, comme a dit Lorraine, assistant directeur à Sustainable Eastern Ontario. Donc, aujourd'hui, mon intervention, c'est de vous présenter un exemple de collaboration et au niveau des organisations à but non lucratif au niveau de l'Ontario. Donc, comme on a dit tantôt, donc, les prévisions climatiques et la forte densité de la population associées aux défis qui limitent la gestion efficace du bassin versant de la rivière d'Outaouais à tous les niveaux, fédéral, provincial, régional, municipal et local, spécialement dans la partie ontarienne. Des efforts se font en vue d'apporter de nouvelles alternatives capables d'impliquer la participation des différents acteurs dans la gouvernance de l'eau à l'échelle du territoire. C'est en ce sens que Sustainable Eastern Ontario est invité à partager son approche comme un modèle pouvant servir de base pour l'intégration des communautés locales de la gestion de l'eau au niveau du bassin versant de la rivière des Outaouais. OK. Donc, pour parler de Sustainable Eastern Ontario, on dit que c'est un réseau d'organisations qui favorise et c'est un réseau d'organisations qui
qui favorise la collaboration et la connexion entre les organismes à but non lucratif dans la réalisation d'activités de développement durable au niveau de l'Est de l'Ontario et de l'Ouest du Québec. En ce sens, sa mission est basée sur 4C. Donc, on fait la connexion entre les organisations à but non lucratif. On encourage la collaboration entre elles et on fait aussi le renforcement de capacités. Donc, et comme c'est ces capacités, donc là, on a 5 entreprises sociales pour aider au développement de ces organisations et à but non lucratif, disons les petites organisations qui n'ont pas la capacité de se développer à elles seules, comme nous avons une entreprise sociale Eco-Executive Director, où on partage des directeurs avec ces organisations-là qui n'ont pas la capacité de rémunérer ou bien de se procurer du service d'un directeur général. Nous avons le programme Eco-Internship, où on cherche du financement pour des stagiaires qu'on va placer au niveau de ces organisations-là. Donc, Green Book, c'est un service de comptabilité générale qu'on offre à ces organisations. Et il y a CBI, Capacity Building Institute, où on fait des formations pour former des directeurs généraux ou bien pour former des stagiaires. Et en dernier lieu, nous avons Sustainable Capacity Foundation, qui procure du financement aux petites organisations qui en ont besoin pour démarrer, pour se développer ou se structurer. Et le dernier C, c'est la célébration. Dans la célébration, on voit et commémoration du succès. Donc, pour nous, au niveau de Sustainable Eastern Ontario, à chaque fin d'année, on remet une prime à une organisation et à but non lucratif pour ses succès. Donc, pour les succès accomplis au cours de l'année. Donc, maintenant, nous avons 2 réseaux. Comme on dit, on fait la connexion et on encourage la collaboration entre les organisations. Donc, nous avons le NCENN, qui est un réseau anglophone. NCENN, c'est le National Capital Environmental Non-Profit Network, qui existe depuis 2008. Donc, et pour le moment, nous avons, à l'heure dont on parle, nous avons 373 organisations dans ce réseau. Donc, c'est un réseau anglophone. Mais vu la nécessité qu'il y avait, envie vraiment de se connecter avec le côté québécois, donc on a pensé à créer un équivalent qui est le réseau francophone des organisations environnementales de la capitale nationale, donc qui nous permet aujourd'hui de faire le contact, d'avoir des organisations les 2 côtés. Donc, à l'heure actuelle, donc, on a mis sur pied le réseau francophone en juin 2021 et à l'heure actuelle, on compte 25 organisations dans notre réseau. Pour le moment, on travaille sur la mise en place d'une plateforme d'acteurs au niveau des quartiers résidentiels de la ville d'Ottawa pour faciliter leur implication dans le secteur du développement durable. Donc, ça, ici, nous avons la carte des acteurs pour vous donner une idée de notre répartition au niveau du bassin ou bien de l'Ontario et de l'ouest du Québec, disons au niveau de Gatineau. Nous avons ça, c'est la carte actualisée de NCENN. Donc là, pour parler des 373 organisations membres du réseau. Donc là, pour le moment, la concentration est beaucoup plus au niveau de la partie Est et centre, au niveau de la partie Est et centre de l'Ontario, mais on projette d'étendre sur toutes les régions de la province de l'Ontario. Donc, les enjeux. Pour parler d'enjeux au niveau du bassin versant de la rivière des Outaouais,
comme on vient d'entendre, comme on vient d'entendre notre penseur, là, notre panéliste de la table de concertation. Donc, on voit que du côté québécois, il y a des efforts qui se font, mais par contre, au niveau de la partie ontarienne, on peut parler vraiment de l'absence d'un cadre légal d'intervention au niveau du bassin versant. Et nous avons aussi les limites avec la langue et l'indépendance des deux provinces dans la gestion territoriale du bassin versant et de la rivière des Outaouais. Limite avec la langue parce qu'on a une prédominance du français et du côté québécois, alors que du côté ontarien, on a une prédominance de l'anglais. Donc, ce qui constitue une barrière vraiment dans les échanges ou bien dans la collaboration entre les deux provinces. Nous avons aussi la non-coordination des financements provinciaux et municipaux. Là, on parle du côté ontarien. Donc, on voit que, en fait, il y a des financements qui se donnent, mais les financements, ça ne rentre pas vraiment dans une démarche légale ou d'exécution d'un plan d'action. Donc, on donne des plans d'action, on donne les financements, donc chacun fait son affaire. Donc, il n'y a pas vraiment une convergence ou bien pouvoir vraiment et dans un cadre logique d'exécution d'un programme ou projet. Donc, après la non-coordination des financements, nous avons l'isolement des interventions des ONGE, bon, disons des organisations et à but non lucratif dans le secteur ou bien environnemental. Donc, on ne sent pas vraiment les organisations font leurs activités de façon, c'est-à-dire, ces organisations-là, en fonction de l'offre de financement, ajustent ces activités en fonction du fonds disponible. Mais ça ne rentre pas vraiment pour dire que l'organisation, en fonction de ses visions ou bien en fonction d'un plan d'action bien défini, bien concerté, va interagir. Donc, en ce sens, on voit que ça représente un défi lorsqu'on manque un mécanisme de gestion, lorsqu'il manque des mécanismes de gestion au niveau du bassin versant. Nous avons aussi l'absence d'une table de concertation au niveau du bassin versant dans la partie ontarienne. Donc, on a l'exemple maintenant du côté québécois, mais ici, au niveau de la province d'Ontario, on ne sent pas, il n'y a pas cet espace-là où on va retrouver les différentes institutions, à savoir le gouvernement, soit fédéral, provincial, municipal ou bien régional, et pour arriver au niveau local avec les organismes de développement durable, avec les organismes non gouvernementaux. Donc, on n'a pas cette structure-là et qui est fondamentale pour une bonne gouvernance de l'eau au niveau du bassin versant. Donc, le dernier, c'est le manque de financement pour permettre aux petites organisations de se développer et d'exécuter leur vision spécifique pour le secteur. Donc, et là, c'est clair. Donc, on passe avec les opportunités. Pour nous, en termes d'opportunités, je peux parler de l'existence de toutes les structures, pouvant faciliter une bonne gouvernance au niveau du bassin versant. Donc, ici, je reste toujours au niveau de l'Ontario. À vrai dire, quand je parle d'existence de toutes les structures, à savoir et au niveau fédéral, au niveau provincial, même au niveau municipal, pour avoir, par exemple, on a les offices de conservation de la nature, nous avons ici avec nous les gardes des rivières, nous avons les organisations à but non lucratif qui sont là. Donc, c'est-à-dire, nous avons toutes les structures et devant permettre une bonne gestion sont là, mais il n'y a pas cet espace de coordination ou bien il n'y a pas vraiment un plan de gestion bien défini et qui allait vraiment mettre sur un même pied
et sur un même pied et d'installer les différentes institutions devant servir à une bonne gestion du bassin versant. Donc, là, on a parlé en termes d'opportunités, l'existence des institutions. Nous avons aussi, en termes d'opportunités, les réseaux du SEO. SEO, c'est Sustainable Eastern Ontario, et qui constitue déjà entre elles une table de concertation. Lorsqu'on prend qu'on a 373 organisations donc, qui se réunissent, bon, pas toutes à la fois, mais quand même, il y a cette concertation-là entre elles qui nous permet vraiment, si on veut, avec l'existence d'un table sectoriel sur l'eau, qui vont permettre à ces organisations-là d'orienter leurs activités ou bien leurs réflexions sur la gouvernance de l'eau. Donc, à part ça, c'est en parlant des deux réseaux, mais le NCN qui s'étend et de plus en plus sur la province de l'Ontario, on voit que au fur et à mesure, d'autres organisations, d'autres régions nous rejoignent en vue de se connecter au niveau du réseau. L'autre opportunité que nous avons, c'est le réseau francophone, comme on a parlé tantôt. Donc, on dit que ça peut vraiment, c'est un lien commun entre les deux provinces qui vont vraiment nous permettre de nous connecter avec les organisations à but non lucratif au niveau du Québec et avoir vraiment cette concertation-là au niveau des organisations à but non lucratif qui déjà sert de connexion ou qui vont permettre au gouvernement aussi de s'asseoir pour voir comment arriver à une table de concertation interprovinciale ou avoir aussi des tables de concertation au niveau de l'Ontario. Donc, on voit que ça va permettre aussi, non seulement au niveau provincial, mais au niveau des régions de l'Ontario, on voit que ça peut servir parce qu'il y a des zones, par exemple, la région du Nord, ces zones-là ne font pas partie des offices de protection de la nature. Donc, avec le réseau francophone, ça nous permet de les rejoindre. Comme par exemple, si on prend comme exemple Marathon, Timix. Une minute, Jean. Il reste une minute. Oui, OK. Donc, on passe tout de suite. Je passe aux recommandations. Donc, en termes de recommandations, on voit qu'il faut vraiment un plan de gestion un plan de co-gestion, à savoir les deux provinces au niveau pour gérer le bassin versant. Et on a aussi une table de concertation. Il faut la table de concertation entre les provinces et aussi avoir une table de concertation au niveau de l'Ontario pour permettre vraiment aux différents organismes de s'asseoir sur la même table. Et la table sectorielle sur l'eau, c'est une nécessité, et aussi une intégration du secteur privé dans la gestion du bassin versant par des partenariats et publics-privés. Donc, avec ça, je vous dis merci. Merci beaucoup, Jean. Mais là encore, le message devient redondant. Oh, pardon, excusez-moi, allez-y. Ah oui, non, j'allais dire, pour nous contacter, vous pouvez aller sur notre site web, sustainableeasternontario.ca, ou bien m'écrire à kate@sustainable.ca ou la directrice Jessica à eco-executive-director.ca. Merci beaucoup, Jean. On voit encore une fois que le message revient, que nous avons besoin d'une gestion davantage intégrée et collaborative entre les deux provinces. Puis maintenant, on va passer à Laura. I'm very pleased to welcome our third panelist, Laura Rainsborough from the Ottawa Riverkeeper. Laura is a community organizer and non-for-profit leader focused on delivering positive environmental and social change. She holds a magisteriate in environmental studies from York University, specialized in environmental education and community arts. She has worked in gardens, galleries, and along river banks to connect people with a strong sense of place and ecology. Laura
funded Toronto Not Far From the Tree, a charitable initiative to pick fruit growing in private backyards and transform it into a shared public space. She received numerous awards and accolades for this work, including the Gaia Environmental Award, the Women of the Earth Award, the Vital People Award, and she was named one of the 40 top change makers in Canada by Canadian Living Magazine. Congratulations, Laura. Before taking on the role of River Keeper, Laura was the director of Food for All, New Brunswick, in her home province of New Brunswick. Welcome, Laura, and we look forward to listening to your talk. Thank you so much. I will just share screen. All right. Donc, ça me fait plaisir, un grand plaisir de vous rejoindre aujourd'hui. Comme Lauren a dit, moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick, du Sud-Est. C'est une petite ville qui s'appelle Sackville. Donc, j'ai un petit peu de comme chiac quand je parle français. Donc, aujourd'hui, je vais faire ma présentation en anglais. So thank you so much for having me. It's a real pleasure to be here. I'll be presenting today in English. So I'm the CEO of Ottawa Riverkeeper, and being the lead staff person, it means that I also officially take on the Waterkeeper title. So I'm also known as the Ottawa Riverkeeper, and it is such a pleasure to be part of this organization. It's 21 years old and has achieved a lot in that short period of time. Our overall mission is to provide leadership and inspiration to protect, promote, and improve the ecological health and future of the Ottawa River watershed. No small feat for a small NGO, as we have already touched on today. The way in which we strive to do this is by being science-based as an organization. We're connected nationally, but also internationally. We're part of the Global Waterkeeper Alliance. We're an independent charity. We're non-governmental, non-partisan. We work across jurisdictions. That's the piece that I want to share more about today. We attempt to be very solutions-oriented, seeing how we can work in the best interest of the river, and connected with that to also be quite collaborative. Our organization at the moment is about 17 full-time equivalent staff persons. So we have grown, especially over the last 4 or 5 years, but still a small team to be able to cover the size of the watershed that we have. As I mentioned, we're a member of the Waterkeeper Alliance. So this is over 300 Waterkeeper groups and affiliates worldwide. And the goal that unites all of these groups is to have swimmable, drinkable, fishable water everywhere. So here we are, located along the banks of the Ottawa River, the Kichissippi. This river is 1,271 kilometers. We can actually make our slide a little more, even more accurate by adding that extra 1 kilometer. It is such a vast watershed. It's really hard to get the scope of it on a single image, but it's more than twice the size of New Brunswick. It's larger than England. It's larger than many, many areas in scope. And you can see that the river begins up at Lac des Outaouais, which is several hundred kilometers directly north of city of Ottawa and Gatineau. It starts to go west immediately, and then it curves around and flows out into the St. Lawrence. So the watershed is actually technically a sub-watershed of the larger Great Lakes St. Lawrence watershed, and the Ottawa is the largest tributary. So as we've already described, there is complex jurisdictions that overlap and sometimes fragment this watershed. And one very important piece that is possibly the hardest to take into account when thinking of watershed governance is that the watershed is almost exactly lines up with the territory of the Algonquin Anishinaabe. This is unceded, unsurrendered territory
with such a recent and ongoing history of colonialism, it means that we're in a very difficult situation right now to be able to uphold the rights of the Algonquin in this being their territory. And so this is a piece that I think all of us need to reflect upon, especially as now we're in Indigenous Peoples Month. It's an opportunity to really think, what does this look like in our day-to-day practices of watershed governance? So I know with this audience, I don't need to describe in detail what is a watershed, but it's worth returning to this as a natural boundary. Thinking about the natural flows, sort of those original instructions for the land, that a watershed is a very fundamental way of considering a territory that we need to take care of, that we need to steward and protect. And so when we cut that up with our political and social and linguistic jurisdictions, it really poses many, many challenges. But we do believe at Ottawa Riverkeeper that a river is the report card for its watershed. So when we know about the health of the river, we not only are learning about that river and how to protect it, but it's really key for the full natural boundary of the watershed on the whole. Usually when we talk about the threats to the watershed, we think about these more physical threats. So we think about how industry has an impact on water quality. We think about combined sewer overflows. That's the genesis of Ottawa Riverkeeper. Citizens came together to speak out against sewage being drained automatically directly into the river untreated. And so that's been a piece that we've worked on quite diligently. Also around nuclear waste, having Chalk River right along the banks of the river, and shoreline development. So these are some of the physical threats that certainly take up a lot of our time and energy. But it's not to discount the importance of another threat, more of the socio-political relationships that determine how this watershed is taken care of. And the key to that is really about collaboration across these different jurisdictions. We have multiple stakeholders, not only federal, provincial, municipal, and Algonquin rights holders, but we also have within each of those different nations, different departments, different mandates, and it becomes a challenge to be able to have all of those organizations and rights holders at the table. So we've identified some of the obstacles here around limited information sharing, no whole of watershed management plan, that's been said already, and of course also the turnover of elected officials, turnover in organizations as well. It becomes a challenge when so much depends on relationships. Another key piece that is a threat is about the data collection. So when you have a river that is a border or a boundary, you'd think maybe that would mean lots of attention paid to that particular body of water, but no, the opposite happens and it becomes neglected or ignored. So the Ottawa River is what we call a data poor river. There's actually very little that we know about the health of the river, not a whole lot of information kept. And when that information is collected, it's a challenge to communicate it back out. How do we share that information? So in 2019, Ottawa Riverkeeper took an initial study of the Ottawa River watershed. We convened out of that a watershed health committee that continues to meet to this day. There's some of the OBBs are members of that watershed health committee, for example. And through that study, we identified where those data gaps are. We decided on 14 different indicators that would be metrics to help take stock of what we need to know to determine river health. And then we decided upon some different mechanisms for both reporting on that and sharing the data. It can get really, really confusing when we're attempting to analyze the ecological health within the watershed. But these are some of the steps that we identified that we could take on in collaboration. Around the same time, we were beginning to explore citizen science work or community-based monitoring, as well as our own research about the health of the river.
This was at a time when Ottawa Riverkeeper was growing as an organization. And so we were testing the waters, so to speak, to see if there was interest to collaborate with us on this shared mission. And indeed there was. We did numerous collaborations with researchers from Carleton University, University of Guelph, and the Canadian Museum of Nature. One of our most successful was research using community-based volunteers on microplastics. And there were 2 co-authored papers that I linked to here. I can share those out afterwards. But they include having the world's largest citizen science undertaking on microplastics at the time in 2019. Our community-based monitoring work continues. In fact, we've now housed the majority of it within a very ambitious project called the Watershed Health Assessment and Monitoring Project. This is where we have selected 14 indicators to measure. Some of that we do ourselves, some of that we do like eDNA sampling with collaborations with the different institutions, but a lot of it we draw upon the expertise and the willingness of volunteers throughout the watershed who are willing to take on community-based monitoring tasks. We set them up with the instructions, the equipment, the training, and then they are throughout the watershed dispersed in areas where we would otherwise be very challenged to get to on a regular basis. And they are monitoring a number of these different indicators on our behalf. They share that data back with us and we report it out in ways that can make sure that the people making decisions about the health of the watershed have that data available to them. So some of the examples where community-based monitoring is a real success for us are around seeing when ice has formed across the river or ice has melted off, invasive species monitoring, and land use monitoring as well. Here you can see this is a bit outside of our the Watershed Health Assessment and Monitoring Initiative. It's not one of the 14 indicators, but we have chloride sampling that citizen science or community-based monitoring volunteers have undertaken. So it can be all ages. You don't have to have prior experience. It's really that willingness to get out there and follow through the instructions for the greater understanding of what's happening in the river. Our programs have been growing quite steadily. In fact, this year we'll have about 125 community-based monitoring volunteers out collecting a number of different samples and doing different tests. This has grown since last year when we had about 85. And the sites are in the, I think, over 200 this year that we'll be monitoring throughout the watershed. And this all is in the interest of better understanding the health of the Ottawa River. We know from a poll that we did in 2019 that the majority of residents in the watershed worry about the health of the Ottawa River. So not only is collecting that data a key action, but sharing it out, not only with the decision makers and the researchers, but also with the public. So I'm just going to pause on my presentation for a moment because I want to show you our discovery portal. This is something that we launched fairly recently, and it's a little bit buried in our website, so it may not be the easiest to find. I'll send out the link afterwards. But this is a way in which we try to communicate 3 different layers of information. The first is a really eye-catching, simple text way of asking questions about the watershed. I'll show you here all of the questions. Et il existe aussi une version française. So, you know, these are the 7 most common questions that we are asked about the health of the river. And so we attempt to give a very high level response that is fairly simple to take in at first. And then there's another layer of each one where we go a bit deeper. So here's an initial overview. Then you can find out more. And it takes you to another page that goes a little bit deeper on each of these indicators. And
then you start to see a third layer, which is much more detailed with a lot more data. And you can see where you'll get to our open data portal with all of the base data that we have available to share publicly, and also to DataStream, where we share a lot of our information that is beyond the Ottawa River watershed as well. And so you can see where it starts to get more and more layered. And this we really see as a key piece of sharing out that information. Another example of how those complex jurisdictions present a challenge is around our work on the American eel. So I'll briefly share this video that's part of our eel campaign. Que pouvez-vous faire pour sauver l'anguille d'Amérique? Appelée Pimisi en langue anishinaabe, cette espèce fascinante et mystérieuse était très abondante dans la rivière des Outaouais il y a seulement quelques générations. Les anguilles qui parcouraient le bassin versant étaient toutes des femelles, parmi les anguilles les plus grosses et vigoureuses au monde. C'est pourquoi elles avaient une importance particulière pour l'espèce. Toutefois, dans les 40 dernières années, la population d'anguilles de notre bassin versant a chuté de 99% et est maintenant considérée comme menacée par le COSPAC. Que s'est-il donc passé? Les anguilles adultes se réunissent dans la mer des Sargasses, située dans l'océan Atlantique, pour frayer. Les juvéniles doivent effectuer un long trajet en amont afin de croître dans les systèmes hydrographiques des Amériques. Le bassin versant de la rivière des Outaouais est l'un des territoires les plus éloignés à jamais être atteints par ces anguilles. Seuls les plus robustes y parviennent. Mais au cours des dernières décennies, quelque chose a changé. Le barrage de Carillon, dont la construction s'est achevée en 1962, juste en amont de l'embouchure de la rivière des Outaouais, a empêché l'anguille de retourner dans son milieu d'eau douce. Il en va de même pour les autres barrages de l'Amérique du Nord, faisant d'eux les premiers obstacles à la migration des anguilles. Certains barrages sont équipés d'installations spécialement conçues, appelées passes à anguilles, qui permettent le passage en amont. Pas le barrage de Carillon. Hydro-Québec, qui possède et exploite le barrage de Carillon. So I'll stop it there because it starts to get into the different actors, and that is such a challenge of figuring out who can implement change that is across these jurisdictions. Of course, you can't protect half of a river, and the eels don't know which side that they're on, but on the Ontario side, they are a protected species, whereas on the Quebec side, not. What this means is that we have so many different dams operated by either generators on the Quebec side or the Ontario side, and it is a real challenge to implement change that would be to the benefit of this species. It could be through federal, it could be through provincial, it could be through Aboriginal title, it could be through the dam operator itself. And so there's many different points of intervention. Launching a campaign like this means that we really need to see action from any or all of those players to improve the health of this species. They're at a 99% decline. And so it's critical that action is taken soon to protect. So that's just one illustration of the way in which our work is trying to work across these complex jurisdictions with the ecological health and future of the Ottawa River watershed. So thank you. Merci. Miigwech. Thank you so much, Laura. Your insights about the central role of citizen science and community-based monitoring to fill knowledge gaps and understanding, the Ottawa River's health, and your role as environmental educators is extremely important, as we see in our multi-level governance. So thank you so much for your insights. Et nous passons maintenant à notre dernier intervenant, Dominique Bien-Aimé, qui au cours des 15 dernières années a acquis une expérience professionnelle diversifiée, entre autres à titre de gestionnaire de projets et de répondant aux urgences. Durant sa carrière, il a mené à bon terme des projets nécessitant la collaboration, la consultation, la concertation d'acteurs issus de divers milieux, dont le secteur
public, le secteur privé et communautaire. Donc, Dominique a toujours porté un intérêt particulier pour la gestion de l'eau et la dynamique qui existe entre les sociétés et la gouvernance de l'eau. Pour lui, la disponibilité de l'eau au niveau d'un territoire a la capacité d'agir sur les relations existantes entre les différents usagers. Et on va donc vous entendre sur cette question socio-économique de l'eau dans la région de l'Outaouais. Bienvenue, vous avez la parole. Merci Lorraine. Et bonjour à tous et à toutes. Je vais partager mon écran. Donc, mon intervention sur la gouvernance de l'eau dans la région de l'Outaouais va s'articuler autour des points suivants. Donc, on va voir premièrement la notion d'échelle au niveau du bassin versant de l'Outaouais. Donc, la notion d'échelle au niveau du bassin versant de l'Outaouais est assez complexe. Parce qu'en fait, comme tout bassin versant, la région de l'Outaouais est située au niveau de 3 échelles. On peut considérer 3 échelles au niveau du bassin versant des Outaouais. Donc, il y a l'échelle naturelle, l'échelle écologique et l'échelle politique. Donc, ces 3 échelles sont intimement imbriquées l'une dans l'autre. Toute mauvaise compréhension ou mauvaise gestion au niveau de l'une de ces échelles va avoir des conséquences ou des répercussions sur l'une ou les autres échelles. Donc, on voit, c'est pour cette raison qu'au niveau des 2 parties de la rivière des Outaouais, donc les gouvernements ou les municipalités mettent en place une méthode de gestion et accès une gestion intégrée de la ressource en eau. Donc, le problème qui se trouve au niveau de cette gestion intégrée et de la ressource en eau, c'est qu'au niveau de la partie québécoise, au niveau du Québec et du Gatineau et de la partie québécoise, il y a une gestion de la ressource en eau, il y a une gestion du bassin versant, et au niveau de Ottawa, par exemple, il y a d'autres organismes qui font la gestion des bassins versants. Il n'y a pas vraiment une communication au niveau de ces organismes. Donc, c'est ce qui crée un fractionnement dans la gestion de la rivière en tant que telle, la rivière des Outaouais. Donc, on peut voir aussi par rapport aux échelles naturelles et politiques. Donc, pour aborder les échelles naturelles et politiques, nous devons voir la délimitation territoriale du bassin versant, le découpage administratif et les organismes et la fonction des organismes de bassin versant. Surtout au Québec, il y a les organismes qui gèrent le bassin versant et depuis la promulgation de la loi sur la politique de l'eau. Donc, il y a ces trois composantes peuvent être complexes. Parce que lorsqu'on voit qu'on doit gérer les bassins versants au niveau des échelles naturelles, échelle écologique et échelle politique, ça doit avoir une complexité dans la gestion des bassins versants. C'est pourquoi la gestion intégrée des ressources en eau doit inclure vraiment tous les aspects du bassin versant et toutes les communautés qui vivent dans le bassin versant, pas dans une partie et l'autre partie gère et sa part. Par exemple, on peut voir comme complexité, je vais prendre un exemple de complexité, c'est au niveau, par exemple, du Québec. Au niveau de Gatineau, il y a un organisme de bassin versant qu'on appelle ABV7 qui gère le bassin versant qui se situe sur les limites administratives de 3 MRC. Par exemple, on prend la MRC de Pontiac, la MRC de la vallée de la Gatineau et la MRC et les collines de l'Outaouais. Donc, lorsque l'organisme de bassin versant agit sur ces 3 MRC, on a, et pour faire la concertation entre les différents acteurs au niveau des 3 MRC, au niveau de 3 administrations différentes, ça va avoir une complexité dans la collaboration. Comment se fait la collaboration? Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts et qui se fait, comme Madame Larivière vient de le mentionner, avec la table de concertation, c'est vraiment intéressant. Mais il y aura toujours des complexités au niveau de la collaboration, au niveau des intérêts et au niveau du financement. Parce que lorsqu'on prend au niveau des intérêts dans le bassin versant, donc on sait que chaque acteur, chaque entité a des intérêts différents. Je ne vais pas dire divergentes ou opposées, mais des intérêts différents. Par exemple, le secteur agricole, le secteur industriel, donc, et d'autres secteurs au niveau du bassin versant vont avoir des intérêts différents. Donc, ça va encore poser le problème de la complexité de la gestion et du bassin versant.
Par exemple, et je vais prendre un exemple rapidement, au niveau de l'Outaouais, donc lorsqu'on voit par exemple la MRC de la vallée et de la Gatineau et la MRC et la MRC des collines de l'Outaouais, donc il y a un MRC qui se trouve en amont et un autre MRC qui se trouve en aval. Donc il peut y avoir au niveau de ces MRC des intérêts divergents. Mais comment concilier ces intérêts divergents? Donc on doit avoir une table, un espace pour s'asseoir et au niveau des bassins versants, on doit s'assurer que toutes les parties sont représentées au niveau du bassin versant. Donc, l'autre faiblesse que je vois aussi au niveau des échelles et la gestion au niveau des bassins versants, c'est l'implication, la participation des communautés autochtones. Donc, il y a certainement des communautés autochtones qui utilisent les bassins versants depuis des centenaires, mais on doit davantage les impliquer. Ils sont impliqués, le mécanisme est là, le mécanisme d'implication des acteurs de la société civile sont là, mais il faut davantage les impliquer. Les organismes de bassins versants font beaucoup d'efforts pour améliorer la gestion au niveau des bassins versants, mais il y a un autre problème encore qui se pose, c'est le financement des organismes de bassins versants. Donc, quel est le mode de financement des organismes de bassins versants? Donc, si les organismes de bassins versants se tournent parfois ou très souvent vers le privé pour le financement de certains projets, donc là, on peut se demander qui décide réellement au niveau du bassin versant et comment est-ce que les décisions sont prises au niveau des bassins versants. Donc, si certains acteurs doivent financer certains projets, donc on voit le problème des intérêts, le problème de financement et le problème de la collaboration se pose à l'intérieur même d'un espace, quelle que soit la dimension de l'espace. Donc même si on prend un micro-bassin versant au niveau de la région de l'Outaouais, on voit la complexité déjà, voire lorsqu'on regarde les deux parties et de la rivière, donc la complexité est assez grande. Donc, on a besoin beaucoup plus de concertation, beaucoup plus de dialogue et une table sectorielle, une table de concertation est vraiment solide pour aborder le problème au niveau du bassin versant de la région et de l'Outaouais. Donc, la notion d'échelle s'applique aussi et lorsqu'on parle de la relation qui existe entre la rivière et des Outaouais et la rivière et le fleuve Saint-Laurent, par exemple. Parce que, en fait, cette connexion qu'il y a entre la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent, il n'y a pas un plan bien défini qui montre comment gérer cet espace. Donc, on doit en quelque sorte agrandir l'échelle. Agrandir l'échelle de supervision, agrandir la gestion de la ressource en eau, parce que toute gestion en amont a des répercussions. Une mauvaise gestion en amont ou bien la gestion en amont va avoir certainement des répercussions sur la gestion en aval. Donc, s'il y a un risque en amont ou des potentiels de contamination en amont, ça va avoir certainement des répercussions en aval. Donc, en parlant de risque, donc, on voit qu'il y a plusieurs risques au niveau du bassin versant des Outaouais. Donc, il y a avec les changements climatiques, le développement industriel et le changement d'affectation et le changement d'affectation des terres. Donc, pour les risques, on peut voir donc, en été, il y a des canicules et au printemps, donc il y a les inondations, mais ces événements ont tendance à s'accentuer et à s'amplifier. Donc, à cause, premièrement, du changement climatique et de la gestion même et de l'espace. Donc, cela va causer certainement une menace pour la biodiversité et les activités qui sont reliées aux différents éléments composantes du bassin versant. Donc, des deux côtés de la rivière, les dispositions sont prises pour prévenir les risques et les menaces. Donc, c'est sûr qu'il y a des dispositions qui sont prises des deux côtés de la rivière, du côté du Québec et du côté de l'Ontario. Mais au niveau du Québec, le gouvernement a financé dans les années en 2020 et donc le plan régional des milieux humides et hydriques, qui est un document stratégique
vise à intégrer la conservation de la biodiversité dans la planification de l'aménagement du territoire. Donc, pour gérer pour parler de la gouvernance de l'eau, il faut voir en profondeur l'aménagement du territoire. À quel niveau se fait l'aménagement du territoire? Quelle est la participation citoyenne des organismes environnementaux dans l'aménagement du territoire? Donc, ce document devrait être déjà publié au cours du mois de juin, donc, ou va être publié bientôt. Donc, ce document va donner des informations sur les milieux humides et les milieux à conserver. Donc, c'est un plus dans la gestion des bassins versants et de la gouvernance et de l'eau dans la promotion de la qualité de l'eau au niveau de la rivière des Outaouais et au niveau du bassin versant en général. Donc, au niveau de l'Ontario, donc il y a la loi sur l'aménagement du territoire. Donc, cette loi prône l'autonomie locale dans le processus décisionnel de la gestion du bassin versant. Mais en dépit de ces avancées, les décideurs, donc il y a certes des avancées au niveau des deux parties de la rivière, mais les décideurs doivent faire un peu plus pour appuyer la gouvernance de l'eau au niveau des deux parties de la rivière. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir une gestion intégrée, vraiment intégrée des ressources en eau des deux parties de la rivière et avoir une concertation entre les deux parties de la rivière, entre les deux communautés qui vivent ou qui exploitent la rivière et des Outaouais. Donc, par exemple, il faut renforcer les sociétés civiles. Donc, les sociétés civiles doivent être renforcées, leur donner des outils, des connaissances, des informations nécessaires et les impliquer beaucoup plus au niveau de la gestion des bassins versants et aussi les organismes environnementaux. Donc, les organismes environnementaux doivent être beaucoup plus impliqués, beaucoup plus actifs et avoir les moyens nécessaires pour s'impliquer au niveau de la gestion des bassins versants afin qu'ils puissent être actifs dans la décision et prendre le contrôle de leur avenir. Parce que c'est la société, en fait, qui doit prendre le contrôle de son avenir. Parce qu'en fait, on ne doit pas avoir une gestion top-down. Donc, on doit essayer de voir au niveau des communautés les besoins des communautés et créer des liens entre les communautés, entre les acteurs, entre les communautés, c'est sûr, mais entre les communautés, donc pour avoir une compréhension commune de la gestion et du bassin versant des Outaouais au niveau des deux parties de la rivière. Donc, en dépit des risques et des menaces qu'il y a et des enjeux qu'il y a au niveau de la gestion des bassins versants, au niveau des Outaouais, il y a aussi des opportunités. Donc, comme opportunité, la rivière, par exemple, si on prend comme exemple la rivière des Outaouais, qui peut présenter une valeur économique. Donc, cette valeur économique, donc, comme tout le bassin versant qui a une valeur économique aussi, donc on a les services écosystémiques. Les services écosystémiques, donc il y a des industries qui se développent au niveau de la rivière, les industries agricoles et autres. Donc il y a l'hydroélectricité, il y a les activités touristiques et récréatives qui se développent au niveau de la rivière. Ce sont tous des activités qui existent et qui peuvent être exploitées et beaucoup plus au niveau de la rivière, mais en respectant l'environnement. C'est pourquoi on doit avoir une gestion beaucoup plus concertée dans la gestion du bassin versant dans son ensemble et au niveau des deux parties et de la rivière. Parce que si la partie québécoise a une gestion du bassin versant et la partie ontarienne a une gestion du bassin versant et il n'y a pas vraiment un espace pour s'asseoir, pour discuter de l'ensemble des activités et des activités économiques qui vont être développées, qui seront à l'avantage des deux parties. Donc, la gestion des bassins versants et même la qualité de l'eau au niveau de la rivière est déjà vouée à l'échec s'il n'y a pas vraiment une concertation entre les deux parties. Donc, certains de ces éléments, donc l'eau, par exemple, si on prend l'eau comme élément, et si on prend en termes d'eau la rivière des Outaouais, donc on voit que c'est un élément, ça fait partie de l'identité même des gens qui vivent dans la région. Donc, l'identité, c'est que, en fait, les gens de la région agissent sur l'environnement et en agissant sur l'environnement, ils donnent une valeur à l'eau. Ça va causer, et peut-être, par exemple, à partir de barrages,
Donc, il modifie l'environnement à partir de barrages hydroélectriques et le barrage hydroélectrique va modifier en retour le comportement des gens face à l'environnement, le mode de vie des gens. Donc, il faut aussi prendre en compte la valeur sociale de l'eau. Donc, l'eau fait partie de l'identité même des gens qui vivent tout au long de la rivière et des Outaouais. Donc, à cet effet, on peut dire que la rivière des Outaouais a une valeur patrimoniale pour les gens. Par exemple, les autochtones qui Une minute. et la valeur des Outaouais, donc la rivière des Outaouais, donc avait une tradition. Donc il y a l'importance dans le développement de la capitale nationale. Donc cette rivière, ça donne une valeur à la capitale nationale, un aspect à la capitale nationale. Il y a des valeurs aussi historiques, des valeurs culturelles, éthiques et des valeurs éthiques et en fait la rivière agit même sur la qualité et de la vie des gens qui y vivent. Donc les gens doivent se préoccuper de la survie de la rivière des Outaouais et passer cette rivière avec toutes les qualités nécessaires, dans de bonnes qualités aux générations futures. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Une présentation très appropriée car en ce moment se tient l'Assemblée générale annuelle de l'Alliance des villes et des Grands Lacs et du Saint-Laurent, dont le thème principal cette année est l'économie bleue et l'intersection entre la gestion de l'environnement et la résilience économique des municipalités qui bordent et longent le Saint-Laurent et les Grands Lacs. Donc, thème assez pertinent aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Je vais vous demander d'ouvrir vos caméras. Please turn on your camera. We're going to take a few questions. I see that there are two of them in the Q&A section. Alors, je reviens à la question qui avait été posée au départ. Le bassin versant de la rivière des Outaouais traverse la frontière Québec-Ontario. Avez-vous des difficultés à assurer la coordination entre les deux juridictions et existe-t-il des structures solides en place pour partager les résultats? Tout à l'heure, Madame Larivière a répondu à la question que la table de concertation justement démarrait et que vous essayez justement de rejoindre le côté ontarien. Alors, du côté ontarien, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et quelles sont les structures en place et comment partagez-vous les résultats? Qui souhaiterait commencer? Laura? Sure. So I spoke a little bit about, or I mentioned our Watershed Health Committee, and there are some OBVs on there and some conservation authorities on the Ontario side, very similar organizations, but the question of funding and size and scope is also inequitable across these organizations from one province to the other. And so that is our attempt to bring together we actually used to host water summits. I think we've hosted about 2 of them that were trying to physically in the same room bring together different actors from across both provinces for the health of the river. And those, there were successes that came out of those, but we haven't been able to continue them. The funding dried up for that. And what we decided, because the turnover is so high of who those actors are, we decided that we would work more on action projects. And so this is where our Watershed Health Assessment and Monitoring Project came about. And the Watershed Health Committee is focused on that one initiative, working on those 14 indicators and sharing knowledge across provinces on those indicators. And it's been going for a few years now, but it still feels like it's in the very early stages of just hearing what's happening across our different silos of whether it's province or language or cultural connection. And so that's our attempt. We try to do it bilingually, but of course there are challenges there as well. So it's an imperfect attempt, but I think it's starting to open up some of those communication channels. Fantastique, merci beaucoup. Est-ce que Dominique ou Jean, vous aimeriez apporter une réponse supplémentaire? Je vois que Jean, oui.
là, moi-même, et bien entendu, j'ai perdu un peu dans la question avant parce que je croyais que vous vous adressez à Madame Janine Larivière. Je n'avais pas entendu. Aucun problème. Oui. Vous voulez que je répète la question? Donc, Ah c'était oui. avez-vous des difficultés à assurer la coordination entre les deux juridictions? Existe-t-il des structures solides en place pour partager les résultats? Donc là, on parle vraiment du fait que le bassin versant de la rivière de l'Outaouais, en fait, traverse les deux frontières Québec-Ontario. Oui. Donc, comme nous autres, en tant que réseau d'organisation, effectivement, il y a des limites de la coordination parce que le fait que, bon, pour le réseau francophone qu'on vient de créer, on sait que ça va nous permettre de connecter avec les organisations au niveau du côté québécois, qui va faciliter les échanges, mais quand même, les limites, c'est l'absence, par exemple, d'une table sectorielle sur l'eau. Parce que toutes les organisations, c'est vrai qu'on fonctionne dans le secteur du développement durable, mais il faut quand même une structure, un mécanisme que les gouvernements doivent établir pour permettre les interventions des organismes à but non lucratif. Donc, c'est en ce sens que je pense qu'il faut vraiment aussi un plan d'aménagement. Parce que lorsqu'on considère ici et en Ontario, on voit que pour les offices de protection de la nature, qui est une structure, on peut dire, au niveau municipal, donc on voit qu'il n'y a pas vraiment une très grande représentation. Donc, c'est-à-dire là où il y a les structures de gestion de bassins versants, on ne sait pas vraiment sur l'ensemble de la province. Donc, à ce moment-là, ça donne des difficultés. Et nous autres, quand on se connecte avec l'organisation qui déjà œuvre dans un secteur bien spécifique au niveau de ses activités, donc, on pense que pour vraiment allier ou bien rallier ces organisations-là dans la gestion ou bien dans une bonne gouvernance de l'eau, il faut effectivement qu'il y ait une table sectorielle ou bien un plan d'action bien défini où on peut vraiment axer nos interventions par rapport ou bien débat par rapport à ces mécanismes-là ou bien cette ligne directrice-là que les gouvernements ou bien soit provincial, municipal et même fédéral vont donner de concert avec les communautés locales aussi, comme a parlé mon confrère et Dominique. Donc, il faut vraiment intégrer les communautés de base. C'est pour ça que maintenant, on est en train de développer une structure permettant de regrouper les résidents des quartiers de façon à ce qu'ils puissent, comme premier acteur, comme acteur immédiat, témoin des interventions sur l'eau. Donc, on pense qu'il faut vraiment les inviter dans le débat, dans la gestion de l'eau. Donc, en ce sens, là encore, c'est encore une limite parce qu'il n'y a pas cette structure-là au niveau de l'Ontario. Je vois que ça existe, il y a la table des quartiers du côté québécois, mais pas au niveau de l'Ontario. Donc, je pense que tous ces défis-là sont vraiment des obstacles à surmonter afin d'avoir une bonne gouvernance sur l'eau. Merci infiniment. On va passer à la deuxième question. Donc, Monsieur Bien-Aimé, vous avez souligné la faiblesse de la participation des communautés autochtones en dépit de mécanismes existants. Laura, you talked about, when you showed us the map and you really showed us that the watershed is really located on the Algonquin Anishinaabe territory, and there was an element of an important element to consider is that how do we decolonize water in the current context of water governance in the region. Avez-vous des recommandations pour rendre ces mécanismes plus attractifs, plus opérants quand il s'agit de collaborer et de coordonner les efforts avec les peuples Premières Nations? Moi, je vais avancer d'abord. Donc, pour un peu impliquer beaucoup plus davantage et faire participer beaucoup plus davantage les autochtones, donc il faut premièrement voir la ressource en eau, non pas seulement comme un bien économique où l'on peut produire de la valeur monétaire à travers certaines activités, il faut voir aussi la valeur culturelle et patrimoniale de la ressource en eau. Donc, lorsqu'on considère la valeur historique et patrimoniale et culturelle de la ressource en eau, donc on va faire référence à l'utilisation
de l'eau, de la ressource ou du bassin versant par les communautés autochtones. Parce que lorsqu'on dit on consulte les autochtones dans certains projets, mais ce n'est pas juste consulter, c'est d'avoir une idée réelle de ce que l'espace représente pour ces communautés, du rapport de ces communautés avec l'espace. C'est ce rapport à la nature que nous devons mettre en avant lorsqu'on communique avec les autochtones, parce que nous n'avons pas, on doit tenir compte qu'on n'a pas les mêmes rapports à la nature avec certains groupes. Donc, il faut tenir compte du rapport des autochtones et non pas seulement les consulter, mais les écouter et prendre en compte ce qu'ils disent, cette valeur sentimentale et qu'ils ont, cette valeur culturelle et qu'ils ont avec la nature, avec l'eau. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Donc, comme ça, ils seront plus confiants de participer et d'intégrer beaucoup plus les mécanismes. Parce qu'on peut avoir tous les documents, les lois, les règlements, tout ça qui intègre les autochtones, mais si on ne tient pas en compte réellement de la valeur culturelle, de la valeur spirituelle qu'il y a au niveau de la gestion même de l'eau, donc peut-être on ne va pas, on va laisser dehors certains groupes. Merci, Laura. Do you want to add, Jenny? Sure, I'll add in. I mean, I think that part of the challenge is that we are thinking about existing systems and how to invite Algonquin communities in. And that is upholding those colonial systems and through that structure, dismissing the traditional knowledge and the rights of Algonquin community members. So it's not without many challenges of how to build meaningful relationships and make sure that there is inclusion. I think it's about really looking at those systems of oppression and how some of our watershed governance is upholding those colonial systems and just by default excluding. Merci beaucoup. Thank you, Laura. Janie, voudriez-vous ajouter un élément avec puisque vous démarrez une table de concertation, puis je suis certaine que vous vous êtes posé la question lors de la création de cette table. On serait ravis d'entendre vos idées. Ben, je prends en note ce que les autres participants ont dit parce qu'effectivement, on devra les contacter et faire une démarche. Puis je pense que c'est important, là, comme M. Bien-Aimé le dit, de considérer l'eau pas seulement au niveau de la ressource, mais au niveau du bien culturel qu'elle représente. Puis je pense que ça va être un élément à tenir en compte là, pour aller vers les Premières Nations, puis de reconnaître aussi l'histoire qu'il y a en arrière de ça. Merci infiniment. Dernière question, vous avez tous soulevé l'enjeu du financement. Et il semble en réalité que c'est un enjeu et une barrière à la durabilité des activités communautaires et locales. Selon vous, quels changements institutionnels, systémiques, même peut-être administratifs, opérationnels, devraient avoir lieu, pour pouvoir vous aider en fait dans le travail que vous effectuez dans la protection durable de l'écosystème. So I just want to hear you about funding and what type of systemic, institutional, administrative reform we need to ensure that community organizations, local organizations have the necessary funding to pursue the work they're doing to ensure that they protect sustainably our water resources and water in Canada. Who wants to dig in? Dominique, allez-y. Je vais vous lancer. Donc, je pense que en fait, le financement, c'est quelque chose de très important dans la gestion des bassins versants. Parce que lorsqu'on prend par exemple les organismes de bassins versants au niveau du Québec, donc si les organismes sont responsables de gérer le bassin versant et ils n'ont pas de financement adéquat, ils sont obligés d'aller chercher des financements ailleurs
du secteur privé. Donc là, l'organisme de bassin versant a certaines contraintes par rapport au financement. Donc, c'est pour cette raison que j'avais posé la question, qui décide vraiment ou réellement au niveau du bassin versant? Est-ce que ce sont les organismes de bassin versant ou ce sont les gens qui financent les organismes de bassin versant? Parce que en fait, lorsqu'on finance, donc l'organisme de bassin versant a une certaine redevabilité envers le financier, doit envoyer des rapports. Le rapport où peut-être on va avoir des commentaires. Donc je pense qu'au niveau gouvernemental et au niveau municipal, donc on doit faire beaucoup plus d'efforts dans le financement des organismes de bassin versant, dans le financement aussi des organismes environnementaux qui travaillent dans la gestion des bassins versants. Donc, c'est à partir de cette base. On doit commencer le financement à la base. Ce n'est pas avoir un financement au niveau du ministère qui fait des projets, tout ça, mais on doit commencer avec les organismes environnementaux, les organismes de gestion des bassins versants, comme ça pour avoir des résultats beaucoup plus durables et concrets et sur le terrain. Merci. Anyone else would like to add? Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter? Oui, Jean? Oui. Moi-même, comme j'ai parlé et du réseau francophone de Sustainable Eastern Ontario, on a pensé que ça peut servir donc, dans le sens où ça peut aider à avoir du financement des deux côtés et des deux provinces en fait. Et là encore, moi-même, comme j'avais dit tantôt, il faut vraiment harmoniser, voir une concertation entre pour les différents financements, soit au niveau fédéral, provincial et municipal, de façon à ne plus trop diversifier les financements pour aller dans un cadre logique d'intervention. Donc, il faut axer les financements et voir comment aussi renforcer. Là, on parle de gestion de l'eau, la gouvernance de l'eau. Il faut voir comment aider les organismes à but non lucratif à créer des espaces ou bien des pôles de développement qui sont en relation avec la gestion de l'eau. Donc, essayer de les axer afin d'avoir un impact global sur la gestion de l'eau. Et comme j'ai parlé tantôt aussi de la table des quartiers, si je peux utiliser le vocable québécois. Donc, c'est renforcer ces systèmes-là, les permettre d'avoir des interventions, même la capacité de former tout le monde, de sensibiliser d'autres citoyens par rapport à la gestion de l'eau pour avoir vraiment une bonne santé écologique du bassin versant dans son ensemble, mais aussi la bonne gouvernance sur l'eau. Parfait, ce sera nos mots de la fin. Thank you tout le monde. Merci infiniment. Et puis Thomas, je te laisse conclure. Oui, je voudrais juste remercier nos panélistes aujourd'hui. Thank you very much for your insight. I learned a lot today and c'est très intéressant d'avoir vos perspectives qu'on n'entend pas souvent. Donc, on est vraiment très, très heureux de pouvoir les inclure dans le cadre du forum et de vous donner la parole aujourd'hui. C'est une première fois, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ce genre d'événement, d'élargir avec d'autres acteurs pour des tables plus larges. Je remercie également les gens qui sont présentés aujourd'hui pour participer au webinaire qui va être ensuite diffusé en ligne, l'enregistrement. Si vous avez des questions pour les panélistes, vous pouvez nous contacter à water-law-gov@uottawa.ca. Je vais le partager tout de suite dans le chat. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Facebook ou LinkedIn pour les futurs événements qui seront organisés par le forum et donc rester au courant de ces activités à venir. Donc, encore un grand merci à tout le monde et une très bonne journée à vous.